Le son fut presque imperceptible, un simple clic métallique, sec et dérisoire, mais il résonna dans la jungle avec plus de fracas que 1000 explosions. Le jeune soldat, Léo Dubois, s'immobilisa net. Son sang se glaça dans ses veines, chaque muscle de son corps se figea dans une paralysie instantanée et totale. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait même plus respirer. Sous la semelle épaisse de sa botte de combat, le percuteur d'une mine mortelle venait de s'armer. 100 grammes d'acier et de poudre attendaient, dans un silence de prédateur, le plus infime changement de pression pour l'effacer de la surface du monde. Ses compagnons, à seulement 10 mètres de lui, le fixaient, leurs yeux écarquillés par une terreur muette et contagieuse. Il était seul, absolument et irrémédiablement seul, debout sur sa propre tombe. Mais ce que ni lui, ni son unité, ni l'ennemi invisible qui avait semé ce piège diabolique ne savaient, c'est que quelque chose d'autre, d'infiniment plus puissant, se déroulait sous cette botte. Un miracle impossible qui défiait toute logique militaire, un bouclier divin qui s'interposait entre le soldat et la mort certaine. Dans l'air poussiéreux d'un petit village provençal, suspendu entre les collines verdoyantes de Lavande et la promesse d'un soleil implacable, le temps semblait s'arrêter chaque matin. C'était un monde tissé de l'odeur des crêpes fraîches cuisant sur la biligue, du son des cloches de l'église du village appelant à la première messe, et de la foi inébranlable de ses habitants. Dans une de ces maisons de campagne en pierre, avec des glycines grimpantes sur les murs vieillis, se jouait une scène aussi ancienne que la foi elle-même, un adieu. Monique Fournier, une femme dont le visage était un paysage de rides creusées par l'inquiétude et la piété, tenait les mains de son fils. Ses mains, qu'elle se souvenait si petites et douces, étaient maintenant les mains calleuses d'un homme, un soldat de la nation. Léo Dubois la regardait avec un mélange d'amour profond et de l'impatience de la jeunesse qui sent qu'elle n'appartient plus à cet endroit. Il portait l'uniforme de camouflage et à côté de lui, sur le sol en terre battue de la terrasse, reposait son sac à dos et l'acier froid de son fusil. « Mon petit » murmura Monique, sa voix se brisant. Elle ne comprenait rien aux stratégies, aux conflits, à la logique glaciale du devoir qui lui enlevait son fils unique. Son monde à elle était un monde de protection spirituelle, de bougies allumées et de chapelets égrenés entre ses doigts. Elle ouvrit la main et lui montra une petite médaille d'argent, noircie par le temps. « C'est la médaille de ton grand-père. Il est revenu de la guerre quand tout le monde le croyait perdu. Notre-Dame de Lourdes l'a protégé. Maintenant, elle te protégera, toi. Ne l'enlève jamais, Léo, promets-le-moi. » Sur la médaille, à peine visible à cause de l'usure, se trouvait l'image de la Vierge Marie, la mère de France, celle qui était apparue dans la grotte de Lourdes. Pour Monique, cette médaille n'était pas un simple symbole, c'était un bouclier, un fragment du manteau sacré capable de dévier les balles et d'arrêter le mal. Léo soupira, mais le regard de sa mère n'admettait aucune discussion. Il aimait cette femme de chaque fibre de son être, mais sa foi était d'une autre nature. Sa foi, il l'avait placée dans son entraînement, dans la précision de sa visée, dans la fraternité de son unité et dans l'intelligence de son capitaine. Dans les casernes, la survie était une science exacte faite d'angles de tir, de vitesse de réaction et de puissance de feu. Il n'y avait pas de place pour le mysticisme. Cependant, il prit la médaille. Elle était tiède de la chaleur de la main de sa mère. Il sentit le poids du métal et le poids de sa promesse. « Je te le promets, maman, dit-il, plus pour la rassurer elle que par conviction propre. » Il se la passa autour du cou. Le métal froid fut un choc momentané contre sa peau avant de disparaître sous les couches de son uniforme. Il lui dit au revoir avec une étreinte qui faillit briser les côtes de sa mère et partit sans se retourner, car se retourner, c'était douter. Le train régional l'éloigna des collines verdoyantes et l'emmena vers le cœur aride des plaines où se trouvait son affectation. Le paysage passa du vert plein d'espoir à l'ocre poussiéreux. La caserne militaire était un autre monde. Ici, le seul encens était l'odeur du diesel, de la poudre et de la sueur. Les chants étaient les ordres hurlés sur le terrain de manœuvre et les prières étaient les inspections du matériel. Léo était un bon soldat, courageux, discipliné, et doté d'un calme que ses supérieurs admiraient. Il se déplaçait avec l'efficacité d'un jeune prédateur, conscient de son environnement, ne faisant confiance qu'à ce qu'il pouvait voir, entendre et toucher. Ses camarades étaient comme lui, des jeunes hommes que la réalité d'un monde en conflit avait fait mûrir trop vite. Ils blaguaient sur la mort pour la tenir à distance et leur seule dévotion allait aux camarades qui couvraient leurs arrières. Ce soir-là, dans sa couchette étroite, tandis que le bourdonnement des insectes s'infiltrait par la moustiquaire de la fenêtre, Léo retira son uniforme.
La médaille tomba sur sa poitrine. Il la tint un instant dans sa paume. C'était un objet étrange dans cet environnement. Elle semblait petite, impuissante, un souvenir d'un monde doux qui n'existait plus pour lui. Il pensa aux mots de sa mère. Un bouclier. Son bouclier était le gilet pare-balles qui pesait 15 kilos et sentait la vieille sueur. Un protecteur. Son protecteur était son fusil, qu'il nettoyait avec une dévotion quasi religieuse chaque soir. D'un geste hésitant, il retira la médaille. La chaîne fit un bruit presque inaudible en tombant sur la table de nuit. Il ne pouvait pas la porter. Les règles étaient claires. Rien qui puisse faire du bruit, rien qui puisse briller et trahir sa position. C'était une question tactique, c'était logique. Il la rangea dans une petite poche à l'intérieur de son sac à dos, à côté des lettres de sa mère qu'il ne lisait pas souvent non plus, et s'endormit en rêvant non pas d'anges, mais de cartes topographiques et de points d'embuscade. Les jours se transformèrent en semaines de patrouilles épuisantes. La tension était un animal vivant qui marchait avec eux. Chaque pierre, chaque ombre, chaque silence était une menace potentielle. Léo avait gagné le respect de son unité. Son capitaine, un homme nommé Nicolas Moreau, aguerri et dont les yeux avaient tout vu, le plaçait souvent en éclaireur. Il faisait confiance à l'instinct de Léo. Mais Léo ne faisait confiance en rien d'autre que son entraînement. Un après-midi, alors qu'ils nettoyaient leurs armes avant une mission à haut risque, le sergent Stéphane Leroy, un homme cynique originaire de Bretagne, vit un petit chapelet accroché au sac d'un autre soldat. « Et, le bleu » se moqua Leroy. « Tu crois que tes petites perles vont arrêter une balle expansive ? Ici, le seul saint qui te sauve, c'est Simplon, dit-il en tapotant son chargeur. » Léo ne rit pas, mais ne défendit pas non plus le nouveau. Il comprenait le point de vue de Leroy. La foi était un luxe pour ceux qui étaient en sécurité à la maison. Ici, sur la ligne de front, c'était un poids mort. La nuit précédant la mission, la plus dangereuse à ce jour, Léo vérifia son équipement. Piles, eau, munitions, rations. Sa main effleura la poche intérieure de son sac. Il hésita. Une seconde, l'image de sa mère agenouillée devant l'autel de la maison traversa son esprit. Il sentit une impulsion irrationnelle, une superstition que son esprit logique méprisait. Il voulut sortir la médaille, peut-être juste, au cas où, mais la voix de son capitaine le tira de sa transe. Dubois, briefing d'unité, 5 minutes. Bougez-vous. Léo ferma son sac avec force. La logique avait gagné. La médaille resta dans l'obscurité de la toile, froide, oubliée, tandis qu'il marchait vers la salle de réunion où son destin serait tracé sur une carte couverte de lignes rouges. La zone qu'ils allaient patrouiller était connue sous un seul nom, le champ de la mort. Et ce qu'on y semait, ce n'était pas du blé, mais la mort. L'aube était une blessure froide et grise à l'horizon lorsque le moteur du camion militaire prit vie dans un rugissement sourd. Léo et les 9 autres hommes de son unité montèrent en silence, leurs visages à peine visibles sous l'ombre des casques. Il n'y avait pas de blagues, pas de mots d'encouragement. La mission au champ de la mort était redoutée par tous à la base. C'était un territoire qui n'appartenait à personne et réclamait tous ceux qui osaient le traverser. Léo sentait l'adrénaline habituelle, ce froid dans l'estomac qui aiguisait ses sens, mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une lourdeur dans l'air, une quiétude anormale qui collait à la peau comme la rosée humide du matin. Le capitaine Moreau donna l'ordre final, sa voix rauque brisant le silence. « Verrouillez tout, ouvrez l'œil. Je ne veux pas de héros, je veux des survivants. » Le camion se mit en marche, avalant la piste de terre et laissant derrière lui la sécurité relative de la caserne. Le trajet fut tendu. Chaque chaos sur la route, chaque ombre qui traversait le chemin faisait que les hommes serraient leurs armes. Léo gardait son regard fixé sur le paysage qui défilait. Il se souvint un instant de la poche de son sac, du poids mort de la médaille d'argent qu'il avait laissée derrière lui. La promesse faite à sa mère lui causa une pointe de culpabilité, mais il l'écarta rapidement, la considérant comme une distraction dangereuse. La distraction était l'ennemi numéro 1, plus mortel que n'importe quelle balle. Sa mère priait dans sa maison sûre. Lui opérait dans une réalité où les prières étaient étouffées par le bruit du vent et la peur. Le sergent Leroy mâchait du tabac rythmiquement, ses yeux cyniques balayant l'horizon. « Souvenez-vous, les gars, dit-il à voix basse, presque pour lui-même, dans le champ de la mort, même le sol a des dents. Ne marchez sur rien qui semble déplacé,
pas même une feuille sèche. Le camion s'arrêta brusquement au bord d'une ligne de végétation dense. « On s'arrête ici », annonça Moreau. « Débarquement. Dubois, vous ouvrez la marche. Déplacez-vous comme un fantôme. » Le monde extérieur les frappa. La chaleur était suffocante, une vapeur épaisse qui montait de la terre et transformait leurs uniformes en chiffon mouillé en quelques minutes. La jungle était un mur vert impénétrable, rempli de sons qui hérissaient la peau, le bourdonnement d'insectes de la taille d'un pouce, le cri lointain d'un oiseau inconnu, et en dessous de tout, un silence de mauvais augure. Léo prit la tête, ses sens à leur paroxysme. Ses yeux scannaient chaque racine, chaque monticule de terre, chaque branche tombée. Son ouïe filtrait le bruit blanc de la jungle, cherchant le clic d'une arme qu'on arme ou le bruissement de tissu contre les feuilles. Ils avançaient avec une lenteur agonisante. Chaque pas était une décision calculée de vie ou de mort. 2 heures s'étaient écoulées. Le soleil était maintenant au zénith, mais sa lumière pénétrait à peine le dense couvert végétal. L'humidité était presque insupportable. La sueur coulait sur le visage de Léo, brouillant sa vision. Il s'arrêta pour s'essuyer le front avec sa manche, et c'est alors qu'il le sentit. Ce ne fut pas un son, mais l'absence de son. Soudain, les insectes se turent, les oiseaux cessèrent de chanter. La jungle entière sembla retenir son souffle. Il leva la main, le signal d'arrêt total. L'unité se figea derrière lui, se transformant en statue de camouflage. Léo tendit l'oreille. Rien, seulement le battement de son propre cœur dans ses oreilles. Moreau s'approcha lentement, sans faire de bruit. « Qu'est-ce qui se passe, Dubois ?» Léo secoua simplement la tête, ses yeux fixés sur une clairière à une vingtaine de mètres plus loin. Quelque chose n'allait pas. Lentement, centimètre par centimètre, Léo avança vers la clairière. L'air était si épais qu'on aurait pu le mâcher. Il vit quelque chose sur le sol, un éclat métallique presque imperceptible couvert de feuilles. Il s'accroupit, signalant à l'unité de maintenir la couverture. Utilisant la pointe de son couteau, il écarta les feuilles avec une délicatesse de chirurgien. C'était un fil de détente, fin comme un cheveu, connecté à une vieille grenade rouillée cachée dans le tronc d'un arbre tombé. Elle était conçue non seulement pour tuer le premier, mais aussi pour blesser ceux qui viendraient l'aider. La tension se brisa. « Piège », murmura-t-il dans la radio. Le soulagement fut palpable, mais bref. Ils avaient évité le premier, mais le chant de la mort était patient. Le sergent Leroy lui donna une claque sur l'épaule pendant que l'équipe de déminage neutralisait le piège. « Bien vu, Dubois. Continue comme ça. Ne fais pas confiance à Dieu ici-bas, fais confiance à tes yeux. » Léo hocha la tête, sa confiance en son entraînement renforcée. Il avait détecté la menace. Il avait sauvé l'unité. Sa logique était correcte. La foi était pour les faibles. Ils reprirent la marche, mais l'incident avait changé l'ambiance. La jungle n'était plus silencieuse, maintenant elle se moquait d'eux. Chaque ombre semblait cacher un fil, chaque racine semblait dissimuler une gâchette. Léo sentait le poids de 10 vies sur ses épaules. La pression était immense. Il reprit la tête, ses yeux fixés sur le sol traître, sans savoir que sa plus grande épreuve ne viendrait pas d'un fil visible ou d'un éclat métallique, mais de quelque chose de bien plus ancien et patient, quelque chose qui attendait silencieusement sous la terre, indifférent à sa logique et à son entraînement. La patrouille avait avancé de 500 mètres supplémentaires, se déplaçant en formation de diamant à travers un terrain qui devenait de plus en plus dense. L'air était une vapeur immobile et le soleil frappait le couvert végétal avec une fureur blanche qui transformait le sous-bois en fournaise. Léo sentait la sueur gouttée de son casque, traçant des chemins salés sur sa peinture de camouflage. Le poids de son gilet et de son sac à dos semblait être une presse sur ses épaules. Chaque respiration était un effort conscient pour aspirer cet air épais et humide dans ses poumons. Autour de lui, ses camarades souffraient en silence. On n'entendait que le son de leur propre respiration contenue et le frottement prudent de leurs bottes contre la végétation. La découverte du premier piège les avait mis en état d'alerte maximale, mais à mesure que les minutes passaient, cette tension se transformait en un épuisement mental presque aussi dangereux que la complaisance. Le cerveau surchargé commençait à commettre des erreurs, à voir des menaces là où il n'y en avait pas et à ignorer celles qui étaient réelles. Léo s'arrêta, essuyant à nouveau la sueur de ses yeux avec le dos de son gant. Il scanna le terrain devant lui. Cela ressemblait à un petit ruisseau asséché,
un lit de terre craquelée et de feuilles mortes. Un endroit parfait pour une embuscade. Un endroit parfait pour un piège. Son entraînement lui disait de chercher l'anomalie, de la terre retournée, un motif de feuilles non naturelles, un fil fin. Mais il ne vit rien. Tout semblait intact, couvert par le désordre naturel de la jungle. À sa gauche, le sergent Leroy lui fit un signe impatient. Il devait continuer à avancer. La zone d'extraction avait un horaire. Rester immobile était aussi dangereux que d'avancer. Léo prit une profonde inspiration. Sa confiance en ses yeux, en son entraînement, revint. Il avait trouvé le premier piège. Il trouverait le suivant s'il existait. Il fit un signe d'avancer et se prépara à traverser le ruisseau sec. Il choisit son chemin, une parcelle de terre qui semblait ferme, libre de racines traîtresses ou de monticules suspects. Il leva sa botte droite, sentant l'effort dans sa cuisse. Pendant une fraction de seconde, son monde fut stable. Puis, sa botte descendit. Le contact avec le sol fut doux. La terre céda légèrement sous ses 80 kilos plus l'équipement. Tout était normal. Il fit le pas mental suivant, transférant son poids vers l'avant pour lever son pied gauche. Et c'est alors que cela se produisit. Ce ne fut pas une explosion, ni le sifflement d'une balle. Ce fut un son qui sembla naître à l'intérieur de son propre crâne, un son que lui seul pouvait entendre. Un clic. Sec, métallique, définitif. Un son minuscule qui résonna dans le silence de la jungle comme un tonnerre apocalyptique. Le corps de Léo se paralysa. Ce ne fut pas une décision consciente, mais un réflexe de terreur pure. Chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf se figea sur le champ. Son pied gauche resta suspendu en l'air, à quelques centimètres du sol. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, un nœud de panique glacé. Il n'avait pas besoin de regarder en bas. Il savait exactement ce qui s'était passé. Sa botte droite était plantée fermement sur le plateau de pression d'une mine antipersonnelle, un dispositif conçu avec une patience diabolique qui ne s'active pas en marchant dessus, mais en relâchant la pression. À l'instant où il lèverait le pied, au moment où ses muscles trembleraient et céderaient, à la seconde où son poids se déplacerait, le percuteur serait libéré et la charge explosive ferait son travail. Le temps s'arrêta. Le bourdonnement des insectes s'évanouit, la chaleur disparut. Son monde se contracta en un seul point de conscience, la pression de sa semelle contre le métal caché. Il pouvait sentir la forme circulaire du dispositif sous la terre. Il pouvait sentir le léger jeu du mécanisme, maintenu uniquement par la force de sa jambe. Soudain, le poids de son équipement n'était plus un fardeau, c'était l'encre qui le maintenait en vie. Mais c'était une encre traîtresse. Combien de temps pourrait-il maintenir la pression exacte? Minutes? Secondes? La peur commença à monter de ses pieds, une vague de froid qui contrastait avec la chaleur de la jungle. Ses compagnons, en entendant le léger craquement de son arrêt brutal, s'étaient arrêtés. Ils étaient à 10 mètres, le regardant. Leur visage, un mélange de confusion et de terreur croissante, alors qu'ils comprenaient pourquoi leur éclaireur s'était transformé en statue. Le clic de la mine, bien qu'audible seulement pour Léo, envoya une onde de choc invisible à travers l'unité. Le premier à le remarquer ne fut pas celui qui se trouvait immédiatement derrière lui, mais le capitaine Moreau. Le capitaine ne l'entendit pas, il le vit. Il vit la façon dont le dos de Léo se tendit avec une rigidité surnaturelle, la manière dont son pied gauche resta suspendu comme celui d'un flamant rose dans un geste de balai mortel. Moreau leva la main, paume ouverte. Ce n'était pas un signal d'arrêt normal. C'était un geste désespéré. Ne bougez pas. Personne ne respire. Le reste des hommes, qui avançaient le regard baissé, se figèrent instantanément, leur cœur bondissant dans leur gorge. Le silence qui suivit fut absolu, si dense et lourd qu'il sembla absorber le son de la jungle elle-même. Pendant une seconde, le bourdonnement des insectes et le cri des oiseaux parurent s'évanouir, ne laissant que 10 hommes pétrifiés au milieu de nulle part. Le sergent Leroy, qui marchait quelques mètres derrière, sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Son cynisme habituel, sa confiance en Saint-Plon, s'évapora comme la sueur dans le désert. Ses yeux, normalement plissés de moquerie, s'ouvrirent en grand, fixés sur la botte immobile de Léo. Il connaissait ce son, il connaissait cette posture. Il l'avait vu une fois auparavant sur un terrain d'entraînement, et le résultat avait été un mannequin déchiqueté.
Mais ce n'était pas un mannequin. C'était Dubois, le gamin aux bons yeux. Le visage de Leroy, couvert de peinture de camouflage et de saleté, devint d'une couleur gris pâle. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, peut-être un avertissement, peut-être une malédiction, mais aucun son ne sortit. La terreur lui avait soudé la langue au palais. Il comprit, comme tous les autres, la physique infernale de la situation. Le poids de Léo était la seule chose qui maintenait le monde entier. 10 mètres. C'était la distance qui séparait l'unité de leurs camarades. 10 mètres qui auraient aussi bien pu être 10 kilomètres. C'était une barrière infranchissable, un abîme de mort. Ils étaient proches, ils pouvaient voir le tremblement qui commençait à s'emparer de la cuisse de Léo, la sueur qui maintenant ne goûtait plus, mais coulait librement le long de son cou. Mais ils ne pouvaient rien faire. S'ils s'approchaient, leur propre vibration pourrait déstabiliser le sol. S'ils essayaient de le tirer, le changement de pression serait instantané. Ils étaient piégés. Pas seulement Léo. L'unité entière était devenue l'otage d'un petit dispositif de métal et d'explosifs caché sous la boue. Le capitaine Moreau sentit le goût amer du cuivre dans sa bouche. C'était le goût de l'impuissance. Tout son entraînement, toute son expérience, tous ses plans tactiques étaient réduits à néant. Il était un chef qui ne pouvait pas diriger, un protecteur qui ne pouvait pas protéger. Les minutes commencèrent à s'étirer, devenant une éternité élastique et angoissante. Moreau activa sa radio, sa voix un murmure à peine audible qui sonna comme un cri dans le silence. « Base, ici Tigrin. Nous avons un oiseau endormi. » Répétez, oiseau endormi. C'était le code pour une mine activée, un soldat sur un explosif. Demandons EOD, expert en neutralisation d'explosifs, maintenant. Coordonnées. Tandis qu'il murmurait la localisation, ses yeux ne quittaient jamais Léo. Il voyait la terreur pure dans la posture du jeune homme. Il voyait le soldat courageux s'effondrer en une statue de peur. Les autres hommes de l'unité avaient reculé instinctivement d'un accent grave peine un pas, comme si la terreur était contagieuse. Certains baissèrent le regard, incapables de supporter la scène. Le nouveau qui priait avec son chapelet le serrait maintenant dans sa main, ses jointures blanches, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse, priant non pas pour lui-même, mais pour l'homme qui s'était moqué de sa foi. La réponse de la base fut aussi froide et terrible que la situation elle-même. Tigrin, EOD est à 45 minutes. Pouvez-vous maintenir la position? 45 minutes. Moreau regarda Léo. Le tremblement dans sa jambe était plus visible. Le soleil continuait de frapper. Une crampe était inévitable. 45 minutes, c'était une condamnation à mort. Le capitaine ne répondit pas à la radio. Il fit une série de signaux lents à Léo, un langage des mains qu'ils avaient pratiqué 100 fois, mais jamais pour cela. « Êtes-vous stable » Léo ne bougea pas la tête, juste un clignement lent. « Pouvez-vous tenir » Aucune réponse. Léo était au-delà des signaux. Il était enfermé dans sa propre prison de terreur, et l'unité entière était sa garde d'honneur impuissante. Le silence fut rompu uniquement par le son d'un homme vomissant silencieusement derrière un arbre. La logique humaine, l'entraînement militaire et la fraternité des armes s'étaient heurtés à un mur. Ils ne pouvaient rien faire, sauf regarder et prier. Le temps cessa de se mesurer en secondes. Il se mesurait en spasmes de douleur. Le soleil, qui n'était auparavant qu'une gêne, était maintenant un tortionnaire. Sa lumière se filtrait à travers les feuilles et tombait sur le casque de Léo, le transformant en un four qui cuisait son cerveau. La sueur n'était plus un soulagement, c'était un liquide épais qui lui entrait dans les yeux, les faisant brûler, mais il ne pouvait pas bouger un bras pour les essuyer. 45 minutes. Dans son esprit, Léo répétait la phrase. C'était une moquerie. Une condamnation à mort avec un sursis cruel. Il savait, avec la certitude absolue d'un soldat entraîné, que son corps ne tiendrait pas aussi longtemps. L'être humain n'était pas conçu pour une telle immobilité forcée. Sa prison n'était pas d'acier, elle était de chair et d'os, et cette chair commençait à le trahir. Le premier signe fut un tremblement dans son mollet, un battement musculaire léger comme celui d'un insecte. Il l'ignora. C'était la peur. « Contrôle ta respiration », se dit-il, récitant le mantra de son entraînement. La peur est l'ennemi, la panique tue. Il respira profondément, essayant d'apporter de l'oxygène à ses muscles.
mais le tremblement ne s'arrêta pas. Il grandit. Il devint une crampe sourde, une braise allumée qui commença à monter le long de sa jambe. Il serra la mâchoire, ses dents grinçant. La douleur était une chose, il pouvait gérer la douleur. Il avait été entraîné pour la supporter. Mais ceci était différent. C'était une perte de contrôle. C'était son propre corps, son outil de travail, l'instrument dans lequel il avait déposé toute sa foi, qui se rebellait contre lui. Il regarda ses compagnons. Leurs visages étaient des masques flous de terreur, déformés par la sueur et la panique. Ils étaient à 10 mètres, mais ils étaient un mirage dans le désert. Ils appartenaient à un autre monde, le monde des vivants, le monde de ceux qui pouvaient bouger. Il était sur une île d'1 mètre carré, complètement seul. Le sergent Leroy le fixait, son cynisme disparut, remplacé par une pitié brute que Léo trouva plus terrifiante que la peur. Il vit le capitaine Moreau parler à la radio, sa voix un murmure furieux et impuissant. Il demandait l'impossible, il demandait que le temps s'accélère, mais le temps, ici dans la prison de Léo, s'était arrêté. La crampe n'était plus une braise, c'était un feu liquide qui dévorait sa cuisse. Il sentit son genou vouloir se plier, un réflexe involontaire pour échapper à la douleur. C'est alors que sa fierté se brisa. Toute sa vie avait été basée sur des principes solides, la force physique, la logique tactique, la confiance en soi. Il méprisait la faiblesse, et pour lui, la foi était la pire forme de faiblesse. C'était un réconfort pour ceux qui ne pouvaient pas affronter la réalité. Maintenant, la réalité le consumait. Sa force physique cédait devant une crampe. Sa logique tactique était inutile. Il n'y avait pas de stratégie pour cela. Sa confiance en soi était une blague. Il était complètement, absolument impuissant. Lui qui s'était moqué du chapelet du nouveau, qui avait fait confiance au simplon de Leroy, était maintenant vaincu par un ressort de 5 centimètres. Le vide s'ouvrit sous ses pieds. Ce n'était pas le vide de l'explosion à venir. C'était un vide spirituel. Il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Et dans ce vide, un souvenir le frappa avec la force d'un coup physique, le visage de sa mère, l'image de ses mains tenant la médaille d'argent. Promets-le-moi. La promesse qu'il avait rompue, non pas pour des règles tactiques, mais par arrogance. Il l'avait laissée derrière lui, au fond de son sac, parce qu'elle était le symbole d'un monde qu'il croyait avoir dépassé. Il l'avait considérée comme un poids mort, une superstition inutile. Maintenant, il donnerait sa vie, il donnerait n'importe quoi pour sentir ce poids inutile sur sa poitrine. L'ironie était si cruelle qu'elle le fit presque rire, un son qui mourut dans sa gorge comme un sanglot étouffé. Il avait rejeté sa seule protection, et maintenant il était seul dans la prison que sa propre fierté avait construite. La crampe atteignit son paroxysme. Ce fut un spasme violent qui secoua toute sa jambe. Il sentit sa botte glisser, un mouvement d'1 millimètre, mais ce fut suffisant. Un petit craquement de terre. Un soupir de terreur collectif s'échappa des hommes qui l'observaient. Léo ferma les yeux, attendant l'éclair blanc. Il était perdu. L'éclair blanc ne vint pas. Il n'y eut pas de rugissement assourdissant, seulement le son de son propre sang battant furieusement dans ses oreilles. Il ouvrit les yeux. Il était toujours là. La terre n'avait pas bougé davantage. Le craquement n'avait été que cela, un réajustement minime, un rappel de la tombe précaire sur laquelle il se tenait. Mais le spasme avait tout changé. Le dernier vestige de son contrôle militaire s'était évanoui. Il n'était plus le soldat du bois, l'éclaireur en qui tous avaient confiance. Il n'était que Léo, un jeune homme de Provence terrorisé qui allait mourir à des kilomètres de chez lui. La douleur dans sa jambe était maintenant une agonie pure, un couteau chauffé au rouge tournant dans sa cuisse. Les larmes commencèrent à jaillir, chaudes et furieuses, se mélangeant à la sueur et à la saleté de son visage. Il pleurait de rage, de peur, et d'une impuissance si profonde qu'elle l'étouffait. Son esprit, libéré de l'entraînement, devint un tourbillon de souvenirs. Il vit la cuisine de sa mère, la vapeur s'échappant de la marmite. Il vit le terrain de foot de son village, le goût de la poussière dans sa bouche après avoir marqué un but. Il vit sa propre arrogance la nuit précédente, rangeant la médaille. Pourquoi? Pourquoi avait-il fait ça? Par orgueil. Pour se prouver à lui-même et à des hommes comme Leroy qu'il était supérieur à ses superstitions. Et cet orgueil l'avait condamné. La mine sous son pied n'était plus seulement une arme ennemie, c'était le jugement de sa propre stupidité.
C'était un miroir de son vide. Il avait vidé sa vie de foi, et maintenant la mort le trouvait vide. Il regarda ses compagnons, ces silhouettes floues qui représentaient un monde auquel il ne pouvait plus revenir. Il vit le nouveau avec le chapelet. Le jeune homme le fixait, ses lèvres bougeant sans arrêt. Il priait pour lui. Une vague de honte le submergea, plus forte que la peur. L'homme qu'il avait méprisé en silence était maintenant le seul qui faisait quelque chose pour lui. Ses compagnons, avec leurs armes et leur entraînement, ne pouvaient que regarder avec horreur. Le capitaine, avec sa radio et son autorité, ne pouvait que négocier les minutes de sa mort. Seul le nouveau, avec ses petites perles inutiles, essayait de l'atteindre au-delà des 10 mètres de terre mortelle. À cet instant, la structure de son monde s'inversa. La force devint faiblesse, et la faiblesse qu'il avait tant méprisée se révéla être la seule forteresse possible. Il n'avait plus rien. Pas de force physique, pas de logique, pas d'espoir. La crampe revint, cette fois une convulsion qui secoua sa jambe de la hanche à la cheville. Il cria, un son étouffé et animal qui se perdit dans l'humidité de la jungle. C'est alors qu'il se rendit. Pas à la mort, mais à la vérité. Il tomba à genoux, pas physiquement, car cela le tuerait, mais intérieurement. Son âme, sa fierté, son ego de soldat s'effondrèrent. Il leva ses yeux larmoyants vers le couvert de feuilles, cette cathédrale indifférente qui bloquait le ciel, et il pria. Ce ne fut pas la prière mémorisée de son enfance. Ce ne fut pas un acte de piété. Ce fut un cri déchirant du fond de l'abîme. « Mère », murmura sa voix brisée. « Sainte Vierge, Notre-Dame, aidez-moi. » Les mots de sa mère résonnèrent dans sa tête. « Elle ne te laisse jamais seul, mon petit. »« Ne me laissez pas seul », cria-t-il maintenant dans son esprit. « Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît, pour ma mère. Ne la laissez pas mourir ainsi, pas pour ça. » Ce n'était plus un soldat demandant un sauvetage tactique, c'était un enfant appelant sa mère. « Pardonnez-moi », sanglota-t-il, les larmes coulant librement. « Pardonnez-moi d'avoir douté. Pardonnez-moi mon orgueil. Je vous en prie. Je vous en supplie. Un miracle. Juste un miracle. Ne me laissez pas mourir ici. Sauvez-moi. » Son corps entier tremblait, non seulement à cause de l'effort, mais par la force de sa supplique. Il avait touché le fond absolu. Il avait vidé son orgueil et s'était rempli d'un désespoir si pur qu'il devint une forme de foi. Au moment de sa plus grande faiblesse, il trouva quelque chose à quoi s'accrocher. Il ne se souciait plus de l'EOD. Il ne se souciait plus des 45 minutes. Il avait mis sa vie, sa mort, son âme entière entre les mains de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, quelque chose que sa logique avait nié mais que son cœur cherchait maintenant avec la force d'un homme qui se noie. Au sommet de son désespoir, alors que le cri de son âme résonnait encore dans le silence de son esprit, quelque chose changea. La douleur ne disparut pas. La crampe était toujours une griffe de feu dans sa jambe. Mais sous la douleur, une nouvelle sensation commença à naître. C'était quelque chose de subtil, aussi léger qu'une plume, qui se filtrait à travers la terreur. C'était une paix. Une paix inexplicable et illogique qui descendit sur lui comme un manteau. Cela n'avait aucun sens. Il se tenait sur une bombe. Il devrait être fou de panique. Pourtant, le tremblement violent qui avait secoué sa jambe, le spasme incontrôlable qui menaçait de le tuer, cessa soudainement. La douleur était toujours là, un battement sourd et profond, mais son muscle se tendit et se maintint ferme, comme si une main invisible soutenait sa jambe, lui donnant une force qui n'était pas la sienne. Et puis, avec la paix, vint autre chose, une perception. Au milieu de l'agonie, il réalisa que ce qu'il sentait sous la semelle de sa botte n'était pas seulement le plateau de pression métallique. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de petit, de dur et d'irrégulier, coincé entre la semelle en caoutchouc de sa botte et la gâchette de la mine. Au début, il l'avait écarté, pensant à une pierre ou une racine. Mais maintenant, avec ses sens aiguisés par la mort imminente et ce nouveau calme étrange, il se concentra dessus. C'était métallique, oui, mais pas comme la mine. La sensation était différente. Il pouvait sentir ses bords. C'était un petit objet, piégé, et c'était cet objet qui absorbait la majeure partie de la pression. Le clic qu'il avait entendu n'avait pas été net. C'était un son étouffé, un craquement de métal contre métal. Son esprit,
libéré de la panique, travailla avec une clarté soudaine. Comment? Qu'est-ce que ça pouvait être? Il scruta la terre autour de sa botte. Ses yeux, encore pleins de larmes, se concentrèrent et il le vit. Juste au bord de sa semelle, à moitié enfoncée dans la boue sombre, quelque chose brillait. C'était un éclat d'argent, un petit morceau de métal qui reflétait un rayon de soleil perdu. Ce n'était pas une pierre. C'était la médaille. Son cœur s'arrêta. Cette fois, non pas par peur, mais par un étonnement qui lui coupa le souffle. C'était la médaille de sa mère. Mais comment? Elle était dans son sac à dos. Il l'avait laissée là. En était-il sûr? Un souvenir inonda son esprit, aussi vif que la jungle qui l'entourait. La nuit précédente à la caserne. Sa main dans le sac. Le doute. L'impulsion de la prendre. Il ne l'avait pas remise dans le sac. Il se souvint avec une clarté foudroyante que, dans un dernier geste de culpabilité, un compromis secret entre son orgueil et la promesse faite à sa mère, il l'avait sortie. Il ne l'avait pas passé autour de son cou, ça, c'était pour les faibles. Mais il ne l'avait pas laissé non plus. Il l'avait glissé dans la petite poche latérale de sa botte, juste au niveau de la cheville, pensant que là, elle serait en sécurité, que personne ne la verrait, qu'il tiendrait sa promesse à moitié. Et il l'avait complètement oublié. Pendant la marche épuisante, la boue, la sueur, la médaille s'était sommeau libérée. Elle était tombée. Et elle n'était pas tombée n'importe où. Elle était tombée sur une surface de quelques centimètres carrés, au seul endroit de l'univers qui comptait. Elle était tombée parfaitement sur le plateau de pression de la mine, quelques secondes avant que sa botte ne descende. Il n'avait pas marché sur la mine. Il avait marché sur la médaille de sa mère. Et la médaille, frappée en argent massif dans une ville d'artisans par son grand-père, avait agi comme une cale. Le poids de son corps l'avait incrusté dans le mécanisme, pliant l'argent mais empêchant le plateau de pression de s'enfoncer suffisamment pour libérer le percateur. Et maintenant, elle bloquait le mécanisme de libération. La mine était neutralisée, non pas par un expert, mais par un acte de foi d'une mère à des centaines de kilomètres de là. L'orgueil de Léo se dissolut complètement, non pas dans la défaite, mais dans une gratitude si écrasante qu'elle le fit pleurer à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Notre-Dame de Lourdes, la Vierge que sa mère lui avait confiée, ne l'avait pas protégée depuis le ciel. Elle avait été là, dans la boue, sous son pied. Tout ce temps. L'odeur du diesel et de la poudre s'évanouit. Pendant un instant, au milieu de la pourriture de la jungle, Léo perçut une odeur douce et impossible, le parfum de roses fraîches, comme celle que sa mère déposait sur l'autel chaque dimanche. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Le miracle était réel. La foi d'une mère avait traversé le pays pour devenir un bouclier littéral sous le pied de son fils. La logique ne pouvait pas expliquer cela, mais le cœur de Léo, maintenant, comprenait tout. La jungle n'avait pas changé. La chaleur était toujours un marteau oppressant, et la mine sous son pied restait une promesse d'anéantissement instantané. Le capitaine Moreau était toujours à 10 mètres, son visage un masque de tension, et le reste de l'unité demeurait figé comme des statues de sel au milieu de cet enfer vert. Physiquement, rien n'avait changé. Mais pour Léo, l'univers entier s'était reconfiguré. La terreur qui avait été un cri glacé dans sa gorge, la panique qui avait transformé ses muscles en gélatine tremblante, s'était évaporée. Parti, non pas progressivement, mais d'un coup, comme une lumière qu'on éteint, laissant à sa place cette paix surnaturelle. La douleur dans sa jambe était toujours une réalité, un feu sourd qui lui rappelait sa situation, mais elle n'était plus le centre de son monde. Elle était devenue un bruit de fond, une distraction mineure. Le véritable centre de sa conscience était le petit morceau d'argent plié qui servait de cale entre sa vie et sa mort. Il se mit à pleurer de nouveau, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas les larmes chaudes et amères de la peur ou de la rage. C'étaient des larmes de pure catharsis, un déluge qui jaillissait d'un endroit profond et brisé en lui. Sa carapace, l'armure de cynisme et d'orgueil qu'il avait méticuleusement construite depuis qu'il avait quitté son village, vola en éclats. Le soldat Léo Dubois, l'éclaireur courageux qui ne faisait confiance qu'à ses yeux et à l'acier de son fusil, se dissolut. À sa place restait Léo, le fils de Monique, un jeune homme qui venait d'être témoin de l'impossible. L'ampleur de ce qui s'était passé le frappa avec une force écrasante. La médaille n'était pas de la chance.
Ce n'était pas une coïncidence statistique d'1 sur 1 million. C'était un acte d'intervention délibéré. Sa honte fut presque aussi intense que sa gratitude. Il se souvint de sa propre arrogance. Il se souvint du sergent Leroy et de sa foi en Saint-Plon, une foi qu'il avait adoptée en silence. Il se souvint du regard de dédain qu'il avait jeté au nouveau et à son chapelet. Il avait été un imbécile arrogant et aveugle. Il avait marché dans le monde, se croyant maître de son destin, ne mesurant la réalité qu'à l'aune de ce qu'il pouvait toucher et voir, tandis que la force la plus puissante de l'univers opérait en silence autour de lui, attendant patiemment qu'il tombe. Et maintenant, il était tombé, littéralement. Et dans cette chute, au moment de sa plus grande faiblesse et de son plus profond désespoir, la même foi qu'il avait méprisée s'était manifestée, non pas avec le tonnerre ou des anges, mais avec un morceau d'argent dans la boue. Mais la réalisation la plus dévastatrice, celle qui finit par briser son cœur en 1000 morceaux pour mieux le reconstruire, fut celle-ci: le miracle n'avait pas été une récompense. Il ne le méritait pas. Il n'avait pas été un bon fils. Il avait rompu la promesse faite à sa mère. Il n'avait pas été un homme de foi. Il avait été un sceptique. Il avait été arrogant. Selon toutes les lois de la justice, il aurait dû être abandonné à son sort. Et pourtant, il ne l'avait pas été. L'intervention n'avait pas été un paiement pour ses vertus, elle avait été un acte de pure miséricorde, un cadeau immérité. La Vierge de sa mère ne l'avait pas sauvé parce qu'il était digne. Elle l'avait sauvé simplement parce qu'il était son enfant, et qu'elle était sa mère. Cet amour inconditionnel, cette grâce qui défiait toute logique, était quelque chose que son esprit de soldat ne pouvait pas traiter, mais que son âme acceptait maintenant comme la seule vérité. Il leva la tête. Ses compagnons le regardaient toujours, mais leurs expressions avaient changé. La terreur était toujours là, mais maintenant elle se mêlait à la confusion. Ils virent le changement. Ils virent que le tremblement incontrôlable avait cessé. Ils virent que Léo, bien que toujours prisonnier de la mine, ne semblait plus être un homme sur le point de mourir. Il semblait en paix. Le capitaine Moreau risqua un pas en avant. « Dubois ? Ça va ?» La voix de Léo sortit rauque, desséchée par l'émotion. « Oui, mon capitaine. » Ce n'était qu'un mot, mais le ton disait tout. Il n'y avait plus de panique. Il y avait de la certitude. Ses yeux croisèrent ceux du nouveau, qui continuait de prier, son chapelet serré dans la main. Léo le regarda fixement, et pour la première fois, il ne vit pas un faible, mais un guerrier. Il hocha lentement la tête, un geste d'excuse et de gratitude. Le temps continuait de s'écouler. Les 45 minutes pour le OD étaient toujours une éternité, mais Léo s'en moquait. La crampe était toujours là, mais il la supportait maintenant avec un calme surnaturel. Il savait qu'il pourrait rester là pendant des heures si nécessaire. Il n'était plus seul. Il ne soutenait plus son propre poids. Une force invisible soutenait sa jambe, son corps et son âme. Il avait été brisé par la terreur et l'orgueil, et maintenant il était guéri par la grâce. Au loin, très loin, presque imperceptible, il entendit le premier son rythmique, un ouac-ouac-ouac qui coupait l'air. C'était l'hélicoptère. Les experts arrivaient, mais Léo sourit à travers ses larmes. Il savait que la véritable aide, la véritable experte, était déjà arrivée. Le son ouac-ouac de l'hélicoptère s'intensifia, devenant un rugissement qui déchirait l'air immobile de la jungle. Le vent des hélices frappa le couvert de feuilles, créant une tempête artificielle qui faillit étouffer les cris du capitaine Moreau guidant l'appareil. Pour l'unité, c'était le son de l'espoir, l'arrivée de la cavalerie. Mais pour Léo, c'était simplement la conclusion de quelque chose qui s'était déjà résolu dans son cœur. À travers une clairière proche, une corde descendit, et deux hommes, vêtus de lourdes combinaisons de déminage qui les faisaient ressembler à des astronautes, touchèrent le sol. C'était l'équipe EOD. Ils se déplacèrent avec une efficacité tendue, leurs yeux balayant le terrain, s'attendant à trouver un soldat hurlant d'hystérie au bord de l'effondrement. À la place, ils trouvèrent Léo. Il était pâle comme un fantôme, couvert de boue et de sueur séchée, mais ses yeux étaient calmes. Il était dans une sorte de transe sereine. L'expert principal, un adjudant avec le mot « Reaper » écrit sur son casque, s'approcha de Léo avec la lenteur d'un prédateur. « Soldat, dit-il, sa voix étouffée par le casque. Je m'appelle adjudant Bertrand. Je vais vous sortir de là. Ne bougez pas, ne respirez pas, ne faites rien. Compris ?
Léo cligna simplement des yeux, son regard fixé sur l'expert. « Adjudant, » dit Léo, sa voix étonnamment claire, « il faut faire attention, s'il vous plaît. » Bertrand soupira, pensant que c'était le début de la panique. « Je sais, gamin. Je fais ça tous les jours. » Léo secoua la tête. « Non, il faut faire attention à la médaille. Elle est sous ma botte. C'est celle de ma mère. C'est elle qui tient le percuteur. » Le calme avec lequel il dit cela était plus troublant que n'importe quel cri. L'adjudant Bertrand échangea un regard avec son partenaire. C'était pire qu'il ne le pensait. Le soldat délirait à cause du choc. « Compris, soldat. La médaille. On s'en occupera, » dit-il avec condescendance. Maintenant, silence total. Bertrand s'agenouilla à 1 mètre de la botte de Léo, comme un archéologue devant une tombe sacrée. Avec des outils qui ressemblaient à ceux d'un dentiste, il commença le processus angoissant d'excavation de la terre, millimètre par millimètre. L'unité observait, retenant son souffle. Chaque fois que Bertrand effleurait une racine, le sergent Leroy grimaçait de douleur. Le capitaine Moreau transpirait plus que Léo lui-même. 10 minutes passèrent, qui semblèrent durer 10 heures. Bertrand, avec ses doigts gantés, exposa finalement le bord métallique et rouillé de la mine. C'était un modèle russe, vieux mais mortel. Avec une petite brosse, il nettoya la boue du plateau de pression et alors, il s'arrêta. Son corps entier se raidit. Son partenaire, voyant son immobilité, murmura « Qu'est-ce qui se passe ?» Bertrand ne répondit pas. Il restait à regarder fixement la botte de Léo. « Baz, » dit Bertrand dans sa radio interne, sa voix ayant perdu toute son arrogance professionnelle et se remplissant d'un étonnement tremblant. « Baz, vous n'allez pas croire ça. Je vois le dispositif. Le percuteur, je répète, est bloqué. » Il fit une pause, déglutissant. « Il y a un objet métallique étranger. On dirait. Je ne sais pas, une pièce ou une médaille religieuse. Elle est complètement pliée, en forme de cale. Elle est coincée directement dans le mécanisme de libération. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le silence qui suivit à la radio fut total. Le capitaine Moreau, qui écoutait sur son propre communicateur, sentit ses genoux fléchir. Il regarda le nouveau, qui pleurait et priait toujours, puis Léo, qui gardait les yeux fermés comme s'il était en prière. Bertrand travailla encore 5 minutes, son toucher maintenant incroyablement doux, presque révérencieux. Il désarma la charge principale et coupa finalement le fil détonateur. Il leva la tête. C'est fait. C'est désactivé. Il se tourna vers Léo. « Soldat, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous levez le pied et vous vous laissez tomber en arrière. Vos camarades vous ont. Prêt ? 1. 2. » Léo n'attendit pas le 3. Il expira le souffle qu'il avait retenu pendant 1 heure et leva simplement sa jambe. Le muscle, torturé par l'effort, s'effondra immédiatement. Il se serait écroulé sur la mine désactivée, mais le sergent Leroy et Moreau se jetèrent en avant, l'attrapèrent par son gilet et le traînèrent en arrière, loin de la zone de danger, vers la terre sûre. Léo n'essaya pas de se lever. Il resta là, à genoux, la tête baissée, ses épaules secouées de tremblement. L'adjudant Bertrand, avec un soin qu'il ne réservait pas aux bombes, plongea la main dans la boue et sortit l'objet. C'était un disque d'argent presque méconnaissable, plié quasiment en 2 par la pression de 80 kg contre un ressort en acier. Mais sur une face encore visible, on distinguait la silhouette inimitable de Notre-Dame de Lourdes. Bertrand marcha vers Léo et s'agenouilla devant lui. Il ouvrit son gant et laissa tomber la médaille dans la paume tremblante du soldat. « Je crois que ça vous appartient, soldat, » dit-il, sa voix pleine d'une émotion qu'il ne se connaissait pas. Léo ferma son poing autour du métal tiède et cicatrisé, le serra contre sa poitrine et s'effondra finalement, pleurant ouvertement. L'unité entière l'entoura. Il n'y avait plus de distance, plus de grade. Le sergent Leroy posa une main tremblante sur l'épaule de Léo, son visage cynique décomposé par les larmes. « Mon Dieu, Dubois, » murmura-t-il, « mon Dieu. » Le miracle privé était devenu un témoignage public. 9 hommes et 2 experts en explosifs se tenaient en silence au milieu de la jungle, témoins d'un impossible qui venait de sauver la vie de leur frère. Le voyage de retour de la zone d'opération fut une expérience surréaliste.
Le silence dans l'hélicoptère était dense, lourd, non pas de peur, mais d'émerveillement. Les hommes de l'unité, qui auraient normalement célébré bruyamment une extraction réussie, étaient assis en silence, leur regard allant et venant entre le paysage flou et le soldat assis, recroquevillé près du hublot. Léo ne dit pas un mot. Il tenait son poing droit si fermement que ses jointures étaient blanches, protégeant le morceau d'argent déformé comme s'il s'agissait du cœur d'un oiseau vivant. Le sergent Leroy, le cynique qui avait mis sa foi en Simplon, ne s'approcha pas de lui, il l'observait simplement de l'autre côté du compartiment, son visage un mélange de confusion, de respect et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la crainte révérentielle. Ce dont ils avaient été témoins ne faisait pas partie de l'entraînement militaire, ne figurait dans aucun manuel de terrain. Ils avaient vu une règle fondamentale de l'univers se plier sous leurs yeux. En arrivant à la base, l'adjudant Bertrand, l'expert en explosifs, fit son rapport officiel. Il fut court, technique, et se termina par une phrase qui résonnerait dans la caserne pendant des années: le dispositif a été neutralisé par l'intervention d'un objet civil, une relique religieuse, qui s'est logée de manière impossible dans le mécanisme du percuteur, empêchant la détonation. Il n'y a aucune explication tactique ou technique pour cet événement. L'histoire de Dubois devint instantanément une légende, mais Léo n'y participa pas. Il se retira dans sa couchette et, pendant que ses camarades chuchotaient dans le couloir, il ouvrit son sac à dos. Là, dans la poche latérale de la botte qu'il avait laissée, il trouva la petite chaîne d'argent cassée, la preuve de sa négligence. Et dans son autre main, il tenait la preuve de sa rédemption. Il prit la chaîne cassée et, avec des doigts tremblants, l'attacha comme il put au métal plié. Ce n'était plus un bijou. C'était une cicatrice. C'était le témoignage de sa chute et de la grâce qu'il avait relevée. Son service se termina 2 semaines plus tard. Le voyage en train de retour vers la Provence emprunta le même chemin qu'il avait pris des mois auparavant, mais il n'était plus le même homme. Le jeune homme arrogant et autosuffisant qui était parti, ne faisant confiance qu'à sa propre force, s'était dissous dans la boue de la jungle. L'homme qui revenait était plus silencieux, plus humble, et ses yeux, qui cherchaient autrefois des menaces à l'horizon, semblaient maintenant regarder quelque chose au-delà. Lorsque le train s'arrêta dans la gare poussiéreuse de son village, il la vit. Monique Fournier était là, exactement comme il l'avait laissée, ses mains agrippées à son châle, ses yeux cherchant anxieusement parmi les passagers. Quand elle vit Léo, son visage s'illumina d'un soulagement si profond qu'elle faillit tomber. Il marcha vers elle, non pas avec l'arrogance d'un soldat qui rentre, mais avec l'urgence d'un naufragé qui atteint le rivage. Il ne l'étreignit pas. Il laissa tomber sa valise et s'effondra à genoux dans la poussière de la gare, saisissant les mains de sa mère. Il appuya son front sur ses mains usées par le travail et la prière, et il se brisa. Les sanglots secouèrent son corps, des sanglots pour la terreur qu'il avait ressentie, pour l'arrogance qu'il avait eue, et pour la gratitude écrasante qui le consumait maintenant. « Maman, pardonne-moi » murmura-t-il contre sa peau. Monique, sans comprendre ce qui s'était passé, mais comprenant le cœur de son fils, le serra simplement dans ses bras, pleurant avec lui. Après un long moment, Léo leva la tête. Il ouvrit lentement la paume de sa main. Là, sur les lignes de sa vie, reposait le disque d'argent, brutalisé, plié presque en deux, mais reconnaissable. Elle n'eut pas besoin de demander. Elle porta sa main à sa bouche, un sanglot de compréhension et d'émerveillement s'échappant de sa gorge. Elle vit la médaille et sut que son fils avait été aux portes de l'enfer et que la mère du ciel l'en avait sorti. Cet après-midi-là, ils ne rentrèrent pas à la maison. Léo, encore avec la poussière du voyage sur son uniforme, marcha aux côtés de sa mère jusqu'à la petite église du village. L'église était fraîche et silencieuse, éclairée uniquement par la lueur de centaines de cierges votifs. Ils s'approchèrent de l'autel de Notre-Dame de Lourdes, dont l'image les regardait avec la même compassion sereine que Léo avait ressentie dans son rêve. Avec des mains qui ne tremblaient plus, Léo prit la médaille pliée avec sa chaîne cassée et l'accrocha au manteau de la statue. L'argent déformé, témoignage d'un miracle dans la boue, resta là, brillant parmi les offrandes de tresses de cheveux, de petites photos et d'ex-voto en or et en argent. Ce ne fut pas un acte de clôture. Ce fut le début de sa nouvelle mission. Sa vie, sauvée par un miracle, devint elle-même un miracle. Il devint un témoignage vivant, un homme qui vivait non pas par sa propre force, mais par la force d'une grâce imméritée, rappelant à tous dans son village que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un bouclier.